Bonjour, docteur Stoléru. Bonjour. Vous êtes chercheur à l'INSERM. Oui. Vous avez une formation de psychiatre, de pédopsychiatre, une formation de psychanalyste. Et depuis de nombreuses années, vous êtes aussi un spécialiste en neurosciences. Et vous venez de faire paraître un article sur un nouvel outil d'entretien que vous appelez l'ESM, entretien multiregistre. Est-ce que vous pourriez nous présenter cet outil et nous expliquer comment vous en êtes arrivé à le concevoir? Alors, le SM, ça signifie entretien semi-structuré multi-registre. Alors, en fait, le SM, au départ, c'est parti d'une préoccupation de recherche. Et ensuite, c'est devenu un outil clinique. Au départ, c'était un problème de recherche parce que quand je suis devenu chercheur, il y avait beaucoup d'outils qui étaient en fait des questionnaires et il me semblait, comme j'avais été formé par Serge Lebovici à la psychanalyse, je trouvais que ces questionnaires étaient un petit peu secs et qu'ils n'allaient pas très loin, pas très profondément dans le psychisme. En même temps, comme l'entretien non structuré tel que les psychanalystes le pratiquent n'est absolument pas standardisé, je ne pensais pas que je pouvais m'en servir comme d'un outil de recherche. En plus, l'entretien psychanalytique ne se prête pas du tout à la quantification. Donc il fallait absolument que je développe un instrument qui soit à la fois profond et en plus qui se prête à la quantification. Et c'est de là qu'est parti le SM. Est-ce que vous pouvez, docteur Stoléru, nous présenter un petit peu cet outil un petit peu plus en détail et nous faire comprendre ce qu'il amène comme nouveauté par rapport aux entretiens semi-structurés que nous utilisons habituellement? Bah, la grande nouveauté, si vous voulez, ce qui fait vraiment l'originalité de l'ESM, c'est que, comme son nom l'indique, un multiregistre, en fait, il interroge des registres du fonctionnement mental. Alors, par opposition à la notion de contenu. Alors, un registre, en fait, c'est ce qu'on pourrait appeler une aptitude mentale, enfin, c'est une fonction, je dirais, du moi, finalement. Qu'est-ce que c'est les registres? Eh bien, c'est les affects, c'est les désirs, c'est les souvenirs et c'est les associations d'idées. Alors, quelle est la différence entre un registre et un contenu? Ben, un contenu, on peut en fabriquer avec son esprit des milliards, je dirais. Il n'y a pas de limite au contenu qu'on peut produire. On peut imaginer à peu près n'importe quelle représentation mentale. Par contre, des registres, il y en a un nombre très limité. On ne peut pas faire n'importe quoi, je dirais, avec son fonctionnement mental. On peut produire des affects, dont singulièrement la peur et l'angoisse, que je singularise à cause de l'importance qu'elles ont au point de vue de la psychopathologie. On peut produire donc des affects, on peut produire des désirs, on peut produire des souvenirs, et on peut produire des idées, des associations d'idées notamment. Voilà. Et donc en fait, tout le SM repose sur le fait qu'on va demander au sujet, que ce soit un patient, mais ça peut être aussi d'ailleurs une personne qui ne présente pas particulièrement de pathologie, on va lui demander, on va explorer son fonctionnement mental en partant de la notion de registre. Alors je vais prendre un exemple pour être un petit peu plus concret. Par exemple, le premier registre qu'on interroge dans le SM, c'est le registre des affects. Et on va dire à la personne, après une introduction à l'ESM, on va lui dire au bout de quelques secondes, je voudrais vous demander, s'il vous plaît, de me dire quels sentiments, quelles émotions vous ressentez en ce moment. Donc la grosse différence par rapport à un entretien semi-structuré classique, c'est qu'on ne va pas lui dire est-ce que vous vous sentez triste, est-ce que vous vous sentez joyeux, est-ce que vous vous sentez surpris, etc., etc. On va en fait partir du registre et non pas du contenu du registre. Est-ce que cela signifie que l'ESM pourrait être un guide pour que le patient puisse avoir une pensée sur son propre fonctionnement intrapsychique, un accès à une certaine réflexivité?
Oui, tout à fait. En fait, si vous voulez, ce qui se passe d'habitude, c'est que les patients, qu'il s'agisse d'ailleurs des enfants, des adolescents ou des adultes, en fait, au départ, ils sont dans un fonctionnement qui est souvent en fait assez superficiel dans leur discours et assez, je dirais, dans une pensée, je dirais, rationalisée. Peut-être pas toujours rationnelle, mais souvent rationalisée. Et la grosse différence quand on donne la première consigne, c'est que tout à coup le sujet est un peu surpris et il doit porter son attention non pas à des choses, je dirais, des événements, des objets du monde extérieur, mais brusquement, ce qui lui est demandé, c'est de porter son attention à son monde interne et singulièrement à ses affects. Et là, ça change tout parce que le sujet est un peu interloqué, je dirais, et après quelques secondes, il va pratiquement toujours jouer le jeu et vous dire, voilà, bah, ce que je ressens en ce moment, c'est telle et telle chose. Et à partir de là, tout l'entretien change. J'ai récemment eu l'occasion de parler avec une patiente qui était dans un fonctionnement qu'on peut appeler un peu quérulent, revendicatif, et tout à coup, je lui demande de me dire quels sont les affects qu'elle ressent, et tout à coup, elle me dit, bah, je me sens triste, et elle est sur le point de pleurer. Et on est passé donc de la quérulence, de la rationalisation, à quelque chose de très authentique, et la personne était au bord des larmes. Euh, Vous avez intitulé votre article, paru dans Carnet Psy récemment, à la recherche des représentations perdues. Est-ce que vous pourriez nous expliquer cet intitulé? Bien, tout simplement, si vous voulez, pendant longtemps, en fait, j'ai présenté le SM plutôt sous son aspect, je dirais, psychométrique, parce qu'il y a toute une quantification, une cotation qui est possible. Mais je tenais beaucoup à parler aussi, si vous voulez, de tout, je dirais, toutes les fondations, les fondements psychanalytiques de l'ESM, qui sont en fait totalement cruciales en fait, à cet outil. Et j'ai voulu montrer que l'ESM permet d'explorer, je dirais d'une part le préconscient, mais en fait aussi l'inconscient. C'est-à-dire que lorsqu'on demande comme ça aux gens d'aborder leurs affects, puis leurs angoisses, puis leurs désirs, puis leurs souvenirs, y compris leurs souvenirs d'enfance, et enfin, quand on termine le SM avec le registre des associations d'idées, où en fait on demande tout simplement aux gens de se conformer à la consigne de la cure type, eh bien on arrive en fait à faire exprimer aux gens, à leur permettre d'exprimer des représentations mentales extrêmement profondes, en fait, qui viennent, je dirais, de leur inconscient. Et on a avec cet outil un accès privilégié à des couches profondes de leur fonctionnement mental. Est-ce que du premier registre au cinquième registre, puisqu'il y a 5 registres, il y a une sorte de crescendo, c'est-à-dire de mouvement qui permet d'aller un petit peu plus profondément vers une approche de la vie psychique inconsciente? Oui, ça c'est un point vraiment très important. C'est-à-dire qu'au départ, bon, poser la question sur les affects, donc déjà on descend un petit peu, je dirais, au-delà du rationnel et du rationalisant et du rationalisateur. Puis la question qui est posée, c'est quelles sont les craintes, quelles sont les peurs que vous ressentez en ce moment. Donc il y a ce crescendo, parce qu'évidemment, si la personne n'a pas abordé ses craintes en réponse à la première consigne, on va justement solliciter l'expression de ses craintes. Elle peut ne pas en avoir d'ailleurs, mais il faut bien dire que même chez des sujets sans troubles cliniques, c'est exceptionnel finalement qu'une personne nous dise je n'ai aucune crainte. Les gens ont toujours des craintes, ça fait partie, je dirais, de l'humain. Quelqu'un qui nous dirait je n'en ai aucune, ça serait même un tout petit peu problématique, même si ça peut exister bien sûr. Et puis ensuite, on parle de quelque chose qui est beaucoup plus, je dirais, au cœur de l'homme et de la femme, c'est-à-dire le désir. Et il y a une liaison
très importante, évidemment, entre crainte et désir, puisque les désirs sont souvent justement à l'origine des craintes. Et inversement, on peut aussi dire que le désir, c'est souvent de surmonter la crainte. Donc il y a un lien très très fort entre les deux. Voilà, alors il y a cette espèce de crescendo. Et puis ensuite, ben, on va passer, je dirais, du désir actuel, du désir dans ce qu'il y a de plus actuel, donc, au fondement, je dirais, plus profond et aux racines de ces désirs, puisqu'on va interroger la personne en lui demandant, c'est une question qui est un peu surprenante d'ailleurs, quels sont les souvenirs qui vous reviennent actuellement. Vous pouvez tout aussi bien me raconter un épisode de votre vie récente qu'un épisode de votre vie passée. Donc les gens vont choisir, ils vont prendre vraiment le premier souvenir qui remonte en quelque sorte à la surface et raconter un souvenir. Et clairement, le souvenir qu'il raconte n'est pas revenu à la surface par hasard, il est totalement lié à ce qu'ils vivent actuellement et probablement d'ailleurs aux désirs qui ont été justement exprimés juste avant. Et puis enfin, lorsque le sujet a exprimé ses souvenirs, eh bien on va leur donner la dernière consigne de l'ESM qui est maintenant, je voudrais vous demander de me dire quelles idées vous traversent l'esprit en ce moment. Vous pouvez dire n'importe quelle idée, même si elle vous paraît irrationnelle ou gênante. Veuillez me dire, s'il vous plaît, sans trier, quelles idées vous passent par la tête actuellement. Donc en fait, c'est la consigne de la cure type. Et le sujet, arrivé à ce point de l'entretien, est dans un état qui n'est pas le même que celui dans lequel il était en arrivant, et il va pouvoir exprimer de véritables associations d'idées. Donc il y a tout à fait ce crescendo dont vous parliez dans votre question. À quel type de patient proposez-vous l'ESM? À partir de quel âge et quel type de patient, quel type de problématique? À quel type de problématique est-il possible de proposer l'ESM? Y a-t-il des contre-indications à cet outil? Et comment vous l'utilisez en pratique? Alors en fait, comme vous voyez, en fait, les questions de l'ESM n'ont absolument aucune spécificité par rapport à une pathologie ou par rapport à une autre. On peut poser la question quels sont les désirs que vous ressentez ou quels sont les affects que vous ressentez à quelqu'un qui est déprimé, à quelqu'un qui est anxieux, à quelqu'un qui va bien. Donc en fait, il n'y a absolument aucune spécificité en matière, je dirais, de cible en quelque sorte nosographique, nosologique. Donc j'ai eu l'occasion de le présenter à des gens qui avaient des situations, je dirais, totalement différentes, à des personnes qui étaient anxieuses, à des personnes déprimées, à des enfants, à des adolescents, à des adultes. J'ai une expérience plus importante, je dirais, avec des personnes en dehors de la psychose. C'est le seul champ finalement dans lequel je ne l'ai pas beaucoup appliqué. Mais même dans ce champ-là, on a eu l'occasion de le présenter à des enfants qui avaient un trouble envahissant du développement avec des résultats extrêmement intéressants. Et je dirais qu'il n'y a pas donc de territoire en quelque sorte qui serait hors ESM. Ce qui est par contre important, et c'est pour ça que je l'enseigne dans le cadre du COPES, c'est de bien connaître la technique parce que, mine de rien, en fait, c'est des interventions très simples, mais en fait, elles peuvent être à l'origine justement de la montée de contenu très, très, très chargé, si vous voulez, sur le plan affectif. Et je pense qu'il faut connaître la technique, à la fois pour ne pas être débordé finalement par ce qui survient, pour ne pas être intrusif, mais aussi, je dirais, pour s'autoriser aussi à mener l'investigation de façon, je dirais, assez active. Donc c'est ça finalement l'un des buts de la technique, de l'apprentissage de la technique, de l'enseignement de la technique, c'est que la personne se sente à l'aise avec cet instrument, qu'elle soit capable
d'aller assez loin tout en ne se montrant pas intrusive. Oui, il me semble que vous utilisez également l'ESM dans le cadre d'un, de psychothérapie. Euh, Expliquez-nous cette utilisation qu'on pourrait dire répétée au cours de séances de psychothérapie. Oui, peut-être on pourrait effectivement aborder ce dernier point. Euh, Si vous voulez, tout à l'heure, quand on parlait du crescendo, euh, il y a un point sur lequel je voulais ajouter quelque chose. Quand on arrive en fin de SM, on est arrivé donc à un endroit assez profond, je dirais, du psychisme, mais ce qui est très très important, même quand on l'emploie dans une consultation ponctuelle, c'est de faire ce que j'appelle la restitution. C'est-à-dire qu'on va noter un certain nombre de points essentiels à mesure que le sujet s'exprime, et on va lui redonner ces points-là, ce qui permet au sujet, si vous voulez, d'abord de voir qu'il a été entendu, ensuite de prendre conscience d'un certain nombre de points très importants à travers finalement le miroir un peu que représente l'intervieweur ou l'intervieweuse. Et c'est pas pareil de se l'entendre dire et puis de l'entendre dire par quelqu'un d'autre en face de soi. Et ça permet à la personne, si vous voulez, de remonter en quelque sorte à la surface. Ça, c'est une chose. Et puis l'autre chose, c'est ce que vous appelez effectivement, à juste titre, l'utilisation psychothérapique de l'ESM. En fait, je me suis aperçu que on pouvait très bien répéter l'ESM, par exemple, toutes les semaines. Il n'y a aucun problème, je dirais, de l'ordre d'une lassitude. Aucun patient ne m'a jamais dit qu'il trouvait lassant de toujours entendre les mêmes consignes. Et en fait, il se produit un processus psychothérapique qui est tout à fait, d'ailleurs, qui ressemble beaucoup à ce qui se passe dans une psychothérapie, je dirais, normale. Simplement, je dirais, l'avantage, c'est que l'ESM permet, je dirais, de surmonter les résistances. En fait, je dirais que l'ESM aide pas seulement l'intervieweur ou le psychothérapeute à travailler, mais il aide le patient à travailler. Et je dois dire que j'ai compris mieux ce que ça voulait dire travail psychothérapique du point de vue du patient en faisant des ESM, parce qu'on demande vraiment au sujet de faire un travail psychothérapique. C'est vraiment, on lui demande un certain nombre de choses. Vous savez, quand on dit par exemple, essayez s'il vous plaît de me dire quel souvenir vous revient, bon, bah, c'est quand même un effort qu'on lui demande, mais c'est quelque chose que les patients font très volontiers, et même si c'est quelque chose de difficile, je crois qu'ils le font volontiers, et que pas toujours, c'est pas toujours quelque chose d'extrêmement agréable, mais c'est quelque chose dont ils ressortent mieux, et j'ai pu avoir le plaisir de voir des progrès vraiment thérapeutiques se produire grâce à cet outil. Je vous remercie beaucoup, Dr Stoleru, pour cette présentation de votre outil l'ESM. Merci à vous.